Voilà, amis téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous avec votre émission Face à face sur votre chaîne, la radio-télévision de Bokasai. Aujourd'hui, Face à Face, nous allons recevoir un invité. Il s'agit de Eric Ngalola Ilunga, qui est membre de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler de beaucoup d'autres questions, des questions d'actualité sur le plan national et sur le plan provincial, parce que vous le savez tous comme moi, qu'il y a autant de polémiques autour de certaines questions, notamment la convocation de la session extraordinaire, la deuxième session extraordinaire au niveau du Sénat pour tabler sur la loi portant sur la répartition des sièges au niveau des élections municipales, locales et urbaines. Il y a également autant d'autres questions, notamment le démembrement de 7 provinces en 21 nouvelles provinces et la gestion de ces nouvelles provinces qui créent beaucoup de polémiques et beaucoup de problèmes, notamment du côté de l'Omami où on se dispute la gestion du charroi automobile, du côté de l'Uturi où on ne veut pas dépendre de l'ancien gouverneur Jean Bamanissa, le gouverneur sortant. Toutes ces questions seront débattues au cours de cette émission avec notre invité. Comme je le disais tout à l'heure, bonjour Monsieur Eric. Bonjour Emery. Voilà, Eric Ngalola Ilunga, vous êtes membre de l'UDPS. Comment vous vous portez, comment vous vous sentez au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social? Merci bien, je vais très bien par la grâce des dieux et tout se passe très bien. Ça va. Et vous êtes avec nous dans cette émission en tant que membre de l'UDPS et donc de l'opposition. Vous vous intéressez à la politique générale de ce pays. Comment vous appréciez le déroulement de la situation politique actuellement en République démocratique du Congo? Oui, actuellement, le pays est en train de... On ne sait pas où on va parce que vous voyez que il y a un seul mot qui revient, excusez-moi, dans la bouche de chaque Congolais et chaque Congolaise qui se soucie de l'avenir de son pays, c'est les élections. Et on n'est pas sûr du lendemain. L'avenir est incertain. Et vous voyez que dans la vie de chaque Congolais, il y a une misère. La majorité du peuple congolais vit avec $1 par jour et nous devons tout faire pour changer cet état de choses. Donc c'est ça. Aujourd'hui, l'état actuel de la nation laisse vraiment à désirer. Et donc voilà. Malgré cela, on a des amis dans la majorité qui disent, voilà, qui font des déclarations du genre le glissement est constitutionnel. Il y en a qui ont déclaré que le Kabila Totondi Ote, malgré cet état des choses que je viens de décrire. Donc le pays va très mal, le pays ne va pas bien. Le pays va très mal, comme vous le dites, il ne va pas bien, parce que vous avez déjà vous-même évoqué ce mot qui revient de temps en temps sur la bouche de tous les Congolais, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Il s'agit du mot élection. Est-ce que vous pensez que, par exemple, déjà, la CENI avait programmé les élections provinciales pour cette année? Est-ce que vous pensez qu'il y aura ces élections par rapport même aux propos tenus le 29 juin 2015 par le président de la République? Il paraît qu'il n'y avait pas de budget pour ça. Oui, mais gouverner, c'est prévoir, Emery. On ne peut pas se réveiller un matin, faire des déclarations, mais en coulisses, on est en train de faire autre chose. Vous savez que les gouverner, c'est prévoir, comme je disais. L'État congolais est irresponsable aujourd'hui pour organiser les élections. En 2006, on les a organisées, on avait prévu ça. Ça a été prévu. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. Ça, ce sont des raisons qu'on veut évoquer comme ça. Et c'est le résultat de manque de leadership dans notre pays. Depuis 2011, vous avez vu qu'on a organisé les élections présidentielles et législatives. Il y avait un budget pour ça à l'époque. Donc, l'année qui devrait suivre, 2012, il fallait organiser les élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs de province.
Mais voilà, il y a eu des petits malins qui ont négligé cette étape des choses. Maintenant, on sent les taux serrés. On a d'abord publié un calendrier au mois de février. Et maintenant, on voit comme on a des idées derrière la tête, on veut trouver des raisons. On va d'abord aller au local, municipal et urbain. Après, il y a tout et n'importe quoi dans ce pays. Alors, je crois bien que ce sont des raisons, des faux fuyants qu'on veut trouver. Il y a moyen d'organiser ces élections, peut-être en reculant un peu les élections provinciales, peut-être d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Mais il n'y a pas de raison de dire qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens et après. Vous voyez, et après, quand on dit qu'il n'y a pas de moyens. Donc nous allons rester comme ça dans un pays où on a des députés provinciaux qui sont légaux mais illégitimes, qui ont dépassé leur mandat de 3 ans, des sénateurs qui ont dépassé leur mandat de 3 ans, des gouverneurs de provinces qui ont dépassé leur mandat de 3 ans. Mais nous sommes où là? Où sommes-nous? C'est pas normal. Et alors, par rapport toujours à cette question relative aux élections, on a vu les élections des gouverneurs qui n'étaient pas non plus prévues cette année et malheureusement, après démembrement, on est obligé de passer à ces élections, d'où viendront également les moyens et déjà, on connaît un premier report. Ouais, j'ai toujours dit qu'on n'est pas nous sommes dans un non-État. Le démembrement qu'on a, le forcing qu'on a vécu ce dernier mois, ça fait presque 1 mois que ça s'est déroulé, c'était pas prévu. On va dans des choses, on prépare. Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas se réveiller comme ça un matin parce qu'on veut se débarrasser, parce que c'est ça l'obsession, c'était ça l'objectif premier, c'est se débarrasser d'un groupe de gens. Alors, le seul moyen, c'était d'aller avec le démembrement. Mais maintenant, vous voyez, on est bloqué. On envoie des gens comme ça dans leur nouvelle province, sans moyens, sans rien du tout. Donc, nous sommes dans un non-État. Pour moi, ce sont des choses, je l'avais déjà dit, c'est pas pour négliger votre question, mais je l'avais déjà dit très récemment que c'est un non-événement tout ça. Élections et puis on reporte les élections des gouverneurs pour 3 mois, 4 mois. C'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. On va élire des gouverneurs dans des nouvelles entités pour 3 mois, 4 mois selon leur logique. Pour faire quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Vous voyez, c'est parce qu'il y a un agenda caché de nos amis de la majorité pour s'éterniser au pouvoir. Mais là, ils se trompent d'époque. Ils sont en train de se tromper tout simplement d'époque. Cette époque-là est révolue. Et là aussi, il faut le dire, il n'y a pas eu presque des dispositions concrètes pour pouvoir assurer peut-être la transition de passage de 11 provinces à 26 provinces et surtout les 7 provinces qui sont démembrées. Et déjà, dans la province de Lomami, on se dispute un peu autour de la gestion du charroi automobile, la société civile qui fait entendre sa voix pour demander que les charrois automobiles soient gérés par les services des transports publics et que les services techniques bien entendu. Et puis il y a l'Assemblée provinciale, dont le bureau provisoire existe déjà, qui estime qu'on ne peut pas quand même priver aussi les membres de l'Assemblée provinciale des moyens de transport. Et puis, il faudrait que l'Assemblée provinciale puisse rendre déjà son rapport, donner son rapport sur ce qui a été acquis de l'ancienne province. Comment vous vous trouvez? Est-ce que des questions comme ça, ce sont des choses qui commencent à arriver ou c'est peut-être ça seulement qui va arriver et après on va transcender et aller au-delà? Non, nous ne sommes qu'au début. Vous voyez, je vous ai dit ici que gouverner, c'est prévoir. Depuis l'adoption de l'actuelle constitution en 2006, la constitution nous disait que 3 ans après 2006, c'est-à-dire en 2009, on devait passer de 11 à 26 provinces. On a eu tout le temps de préparer ça, préparer tout ce qui est administration dans de nouvelles entités. On pouvait passer par une province, test,
et venir faire ça dans d'autres provinces. Vous voyez comme on fait des choses, nous, Africains, et pas les Africains, en fait, nous les Congolais, nous sommes spécialistes pour improviser. On savait très bien que passer de 11 à 26 provinces devait nous coûter de l'argent, mais on l'a quand même fait. On a fait un forcing parce qu'il y a un agenda caché. Maintenant, vous voyez, on se retrouve dans des situations comme celle-là où les fonctionnaires, si on peut les appeler, les députés, de ce côté-là, ont des problèmes maintenant de transport et tout ça. Ce n'est pas sérieux, Emery. Ce n'est pas sérieux. C'est triste pour ce pays, pour les autorités que nous avons, parce que on ne se réveille pas un matin et on signe une ordonnance, une loi de programmation sans budget, sans rien du tout, et dit on va voir, la décentralisation est en marche, plus rien ne peut arrêter ça. Mais voilà, ils ont déjà des obstacles. Mais maintenant, qui peut résoudre cette question, étant donné qu'il y avait un ancien gouverneur, un gouverneur sortant, et qui, paraît-il, doit expédier les affaires courantes? Moi, je dis mon point de vue qui n'engage que moi, en tant qu'Éric Ngalula Ilunga. Quand on aura un nouveau président dans ce pays, nous allons balayer toutes ces choses, toute cette comédie qu'on nous a... on a vu sensibiliser les gens pour les démembrements, le jour de l'éclatement des 3 provinces. Et puis voilà, où en sommes-nous avec ces choses-là? Moi, je pense qu'il faudra revenir à nos 11 provinces et y aller petit à petit. Parce qu'il y aura un blocage, Emery. Vous voyez, regardez déjà ce qui se passe dans l'Ituri là-bas. Regardez ce qui se passe ici dans notre province de Lomami qu'ils ont démembré là. C'est pas sérieux. La solution ne viendra qu'après les élections de 2011, la présidentielle de 2011, quand on aura un nouveau président de la République, avec une nouvelle assemblée, en 2016, oui. On pourra trouver une solution, c'est-à-dire aller petit à petit, parce qu'actuellement, il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont des idées derrière la tête, c'est tout. Donc rien de bon ne va sortir là-dedans. Il n'y aura rien de bon. Voilà. Et en Ituri, parce que vous avez cité aussi l'Ituri, comme je l'avais déjà cité au début, c'est cette province-là avait longtemps réclamé son existence, même lors d'un des passages du chef de l'État là-bas, et il y a eu même des manifestations pour réclamer à corps et à cri cette province. Aujourd'hui qu'elle existe, l'Ituri ne veut pas dépendre de Jean Bamanissa, le gouverneur sortant. Est-ce que s'il y a des questions à l'Ituri, Jean Bamanissa est capable d'y aller, même sur le plan de sa propre sécurité? Mais il n'a pas le choix, Jean Bamanissa. Je crois qu'il est membre de la majorité présidentielle. Ça, je pense que c'est leur cuisine interne. C'est à eux de trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes. Mais moi, mon analyse est que ils ont fait ces choses pour des intérêts personnels, prendre tout un peuple en otage parce que on veut s'éterniser au pouvoir. C'est tout. Donc ça, c'est à M. Bamanissa de voir ça avec ses amis de la majorité. Et juste après l'élection des bureaux provisoires dans les différentes provinces, nouvelles provinces, les présidents des bureaux provisoires ont été convoqués à Kinshasa par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Pensez-vous qu'il y avait vraiment urgence qu'ils soient ainsi convoqués? Est-ce qu'il y avait un message précis qu'on devait leur donner pendant qu'il y a autant de choses qu'ils devaient faire rapidement, l'adoption des règlements intérieurs et puis le vote du bureau définitif? Mais c'est parce que je viens de vous dire, Emery, parce qu'ils ont un agenda caché, ils ont des idées derrière leur tête, c'est pour ça qu'ils sont en train de s'agiter comme ça. C'est tout. Il n'y a aucune préoccupation dans le quotidien des autorités de ce pays, des autorités actuelles pour le bien-être de la population congolaise. Ce n'est pas dans leur agenda. Dans leur agenda, c'est comment peaufiner des stratégies pour s'éterniser au pouvoir. C'est pour ça, vous voyez,
on tient mordicus à organiser des élections que personne ne trouve urgentes, comme les locales, municipales et urbaines. Et voilà, ça c'est l'irresponsabilité. On a des personnes irresponsables à la tête de ce pays, c'est tout. Mais pourquoi vous ne trouvez pas ces élections-là importantes? Est-ce que c'est seulement pour le moment ou parce qu'on a vu que l'UDPS notamment avait réclamé depuis longtemps que soient organisées ces élections? Pourquoi maintenant que le gouvernement en place voudrait les organiser, vous pensez qu'elles ne sont pas urgentes? Parce que c'est pour retarder les échéances de 2016. C'est tout simplement ça. Parce que avant, depuis 2006, est-ce qu'on avait organisé les élections locales, urbaines et municipales? On devait les organiser les années qui suivaient 2006. On ne les a pas organisées. Bon, maintenant qu'il faut impérativement avoir un nouveau président, une nouvelle assemblée nationale, des nouvelles assemblées provinciales, des nouveaux gouverneurs, des nouveaux sénateurs, on veut maintenant nous imposer ces élections locales, municipales et urbaines. Ce n'est pas une urgence. Moi, nulle part, j'ai vu un Congolais ou des Congolais, un groupe de Congolais réclamer les élections municipales, urbaines et tout ça. Non, nulle part. C'est parce que dans le chef de nos amis au pouvoir, ils veulent retarder les élections présidentielles, législatives, et ça, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Mais de ce côté-là, on parle d'arriérés de 2006 et de 2011 qu'il faut combler avant de passer à l'étape 2016. Oui, mais ils vont toujours trouver des mots. Hein. Ils vont toujours trouver des mots, ne vous en faites pas. Ils vont toujours trouver des mots, créer des mots. Ça nous intéresse pas. Nous vivons dans une jungle aujourd'hui. Le Congo, c'est le seul pays au monde où je connais qu'il y a les gouverneurs, les sénateurs, les députés provinciaux dépassent comme ça leur mandat et ils sont là. Ce qui est encore plus grave, c'est quoi? Ils sont déjà, ils ont dépassé leur mandat et ils doivent voter élire des nouveaux gouverneurs. Mais on est où là? Où est-ce que nous sommes? Et à ce sujet, et surtout en ce qui concerne les députés provinciaux, on a vu qu'entre-temps, beaucoup ont changé de parti politique. Est-ce qu'ils continuent à avoir le mandat là? Parce que le mandat, en principe, c'est un mandat du parti politique. Et quand on a changé, on doit le perdre. Oui, exactement. Vous venez d'évoquer un point très important. Quand on est élu député provincial, c'est pour légiférer, parler des problèmes du quotidien de la population. On n'est pas devenu commerçant. Ce n'est pas un fonds de commerce. Parce que tu es député, vous allez commencer à aller chercher c'est lui qui paye mieux ou c'est lui qui offre mieux. Mais ce n'est pas sérieux, ça. Ce n'est pas sérieux du tout. Pour moi, on n'a pas de députés provinciaux. Nous n'avons pas de députés provinciaux. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, vous les voyez comme il y a des élections, ces élections qu'on nous improvise par ce pouvoir, on les voit monter, descendre derrière des miettes. C'est une honte. Vous voyez, ils ne sont pas en train de refléter la confiance que le peuple kassaïen, que le peuple du Congo, que ça c'est dans toutes les assemblées provinciales du pays, on leur a donné confiance et regardez ce qu'ils font de cette confiance-là. Vous voyez. Voilà, Eric Ngalola-Ilonga, on revient un peu aux élections locales, municipales et urbaines. Il y a actuellement la session extraordinaire, une deuxième de suite, après celle qui a été clôturée le 2 août dernier. Et cette convocation de la session extraordinaire a suscité un peu de polémique parce que le Sénat, après l'adoption de la loi portant sur les élections, la répartition des sièges aux municipales, locales et urbaines, du côté de l'Assemblée nationale, le Sénat a rejeté carrément cette loi et il faudrait
refaire la lecture sur la même loi. Et selon certains sénateurs, ce n'était plus opportun que l'on convoque une deuxième session extraordinaire. Il fallait attendre carrément septembre lors de la session ordinaire. Mais il y en a qui estiment que c'est urgent que l'on table sur la répartition des sièges au niveau urbain, local et municipal, mais aussi du côté de l'opposition, la dynamique pour l'unité de l'action de l'opposition qui estime que tout cela tend vers un certain glissement que l'on veut légitimer. Comment vous appréciez tous ces débats-là autour de cette session extraordinaire convoquée au Sénat? On est en train de tendre vers une dictature qui ne dit pas son nom. Parce que le Sénat, on va le convoquer en session extraordinaire sans l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal? Vous voyez. Le Sénat a raison, bien que c'est un Sénat aussi qui a dépassé largement son mandat. Le Sénat a raison de rejeter cette loi-là. Ils le font pas. On va répartir des sièges par rapport à quoi? Vous savez qu'il faut enrôler les nouveaux majeurs. Vous voyez. Après cela, on pourra, si on peut faire ces élections, qu'on les fasse après 2017. Moi, j'ai suivi un grand monsieur parmi nos amis de la majorité qui l'a déclaré hier que si la CENI trouve que les élections locales, municipales, urbaines peuvent s'organiser après les élections provinciales, présidentielles, législatives, eh bien qu'ils mettent ça après. Ça, ce n'est pas une urgence, Emery. Vous voyez, ça devient une urgence quand il faut faire le lit du glissement. C'est tout ce qu'il y a derrière leur tête, c'est tout. Ils ne rêvent que de ça, ils se réveillent qu'avec cette idée dans la tête. Le porte-parole du gouvernement a voulu lui éclairer la situation. Selon lui, il n'y a pas de glissement possible. L'examen de cette loi ne peut pas entraîner le glissement. Le calendrier sera respecté. Oui, mais il a dit ça, mais je peux aussi vous dire qu'il avait fait une autre déclaration il y a 10 jours ou il y a 15 jours, je ne me rappelle plus trop bien, où il a dit que le glissement est prévu par la Constitution. Parce que selon M. Mende, lorsqu'on dit que le président qui est élu, quand le nouveau président arrive, l'actuel reste jusqu'à l'installation du nouveau. Donc pour lui, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, éternellement, comme ça on va rester en train d'attendre qu'il y ait passation du pouvoir. Non. Vous voyez, même dans des pays comme les États-Unis, le Nigeria, le Ghana, lorsqu'il y a un nouveau président qui arrive, il y a toujours un temps prévu, peut-être 1 mois, peut-être 3 semaines, peut-être 45 jours, mais ce n'est pas un glissement parce que c'est constitutionnel, c'est connu qu'à telle date, il y aura passation de pouvoir. Bon, maintenant, M. Mende qui vient dire, c'est ça, c'est ce que vous me dites là, mais il a fait cette déclaration, une autre déclaration il y a 2 semaines, où il a dit que le glissement est constitutionnel. Mais à quel prix? Et après combien de temps il y aura cette passation de pouvoir? Et par rapport à la CENI, l'organisation de la Commission électorale nationale indépendante, est-ce qu'on peut dire que la mettre parmi les institutions d'appui à la démocratie n'a pas été peut-être très bien réfléchie? Il fallait carrément qu'elle dépende du ministère de l'Intérieur. Comme ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Aujourd'hui, qu'il y a presque le gouvernement qui est presque à part. On dit qu'il ne veut pas s'ingérer dans la CENI. Pourtant, c'est le gouvernement qui doit budgétiser. Est-ce que ce fait-là n'est pas aussi à la base, parce que la CENI ne peut pas se faire son propre budget? Mais vous voyez, aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez, bien que ce n'est pas moi qui vous pose des questions, est-ce que vous souhaitez vraiment que ce soit le ministère de l'Intérieur actuel qui organise les élections au Congo? Vous voyez ce ministère de l'Intérieur organiser des élections démocratiques, transparentes et libres? Non. La CENI c'est une institution d'appui à la démocratie qui est appelée à être indépendante, mais elle est inféodée. Tout ce monde que vous voyez là, ce sont des gens qui sont proches du pouvoir. On dit qu'il y en a qui sont venus aussi de l'opposition. Oui, mais de quelle opposition? Ce n'est pas l'opposition qui les a envoyés là-bas.
Il y a des élus de l'opposition, mais ce n'est pas l'opposition qui les a envoyés là-bas. Ce n'est pas une CENI consensuelle. Vous voyez, ce n'est pas une CENI qui est issue, par exemple, d'un dialogue ou des pourparlers, non. Vous voyez. Et déjà là, c'est une CENI qui n'inspire pas confiance. Donc, il ne faut pas, ne souhaiter jamais qu'à l'état actuel des choses, que ce soit le pouvoir. Parce que quand on dit ministère de l'Intérieur, en France, par exemple, comme c'est un pays démocratique, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais ici, vous vous imaginez actuellement, avec le ministre de l'Intérieur que nous avons, organiser les élections. C'est pour quel résultat? Ouais, il faut juste, c'est pour ça que nous parlons du dialogue. C'est pour éviter que nous puissions retomber dans des conflits, qu'il y ait encore de morts et tout ça. On doit parler dans ce dialogue pour restructurer la CENI. Que ce soit une CENI consensuelle, que le fichier électoral soit audité par des experts sérieux, pas par des petits aventuriers, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans l'entretemps, il y a des majeurs qui ont... Des gens qui ont atteint la majorité depuis 2011, et puis nous allons aller dans des élections libres, voyez, où nous allons nous mettre d'accord sur certains points, au lieu que nous puissions venir parler après. Après, quand il y aura des problèmes, il est encore grand temps. Voilà. Et au cas où il n'y a pas de dialogue? Ben, au cas où il n'y a pas de dialogue, ça sera le décompte. Ça sera le décompte tout simplement. On va commencer à compter le jour de M. Kabila à la tête de ce pays. Excusez-moi, c'est tout. Je vais personnellement, je vais initier des stratégies où on va commencer à compter des jours, c'est-à-dire il y aura, je vais organiser des tableaux. Vous voyez les tableaux que les répétiteurs, là, les profs qui viennent à la maison quand ils enseignent nos enfants, là. Oui, dans des coins stratégiques. On va commencer à compter ces jours parce qu'il devra respecter la Constitution. Vous voyez, les époques ont changé. Vous voyez, nous allons aller à des élections, mais il y aura, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter un glissement de n'importe quelle manière. Nous sommes encore à 15 mois. Quel prétexte on va trouver pour dire qu'on doit aller à un glissement? Ça sera la stratégie du décompte, c'est tout. Et à un certain moment, on a entendu parler de l'ONUP. Oui. C'est maintenant que l'ONUP, parce que l'ONUP avait besoin de 3 ans pour pouvoir faire son travail. Mais pourquoi jusque-là, l'ONUP n'est pas n'a pas encore débuté son travail? Emery, merci pour la question. Elle tombe bien. C'est une très bonne question. Vous remarquerez que quand il faut retarder les choses, on prend vite des décisions quand il faut retarder les choses ou quand il faut prolonger certaines choses. Mais quand c'est des choses qu'il faut faire normalement, on oublie, on ferme les fardes, on les met dans des armoires. En 2006, il fallait aussi organiser le recensement, l'identification avant d'aller aux élections. C'était les préalables, parmi les préalables de l'accord de Sun City. Comme il y avait des gens qui étaient pressés à tout prix à prendre le pouvoir, on est parti comme ça. En 2011, entre 2006 et 2011, on pouvait aussi organiser le recensement, l'identification de la population. On ne l'a pas fait. Quand nous sommes à 2 ans des élections présidentielles et législatives, on crée l'ONIP avec une grande vitesse qui demandait 500 millions de dollars. Là, on allait tout faire pour trouver cet argent-là. Vous voyez, pour retarder, parce que dans un pays continent comme la RDC, le recensement pouvait prendre 2 à 3 ans. Donc, on était au-delà de 2016. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a besoin de retarder ou de glisser, on s'empresse à prendre des décisions. Vous entendez encore parler de l'ONIP. Plus personne n'en parle. Disons qu'on sera dans un pays sérieux où il y a l'état de droit. Avec un leadership, nous allons organiser le recensement, l'identification, parce qu'on doit connaître qui est congolais, qui ne l'est pas. On doit connaître, nous savons, on dit toujours 70 millions, 60 millions, 65, 75, mais personne ne sait réellement nous sommes au nombre de combien. Donc voilà, l'ONIP a été créé, c'était pour distraire les Congolais. Heureusement,
le peuple de Kinshasa, moi j'ai vécu ça au mois de janvier, n'a pas permis que cette loi puisse passer. Moi j'étais à Kin, pendant 4 jours, on ne sortait pas dehors, personne ne mettait son nez dehors. Et ils se sont vite rétractés. Voilà. Le calendrier global, dès qu'on le lui donne, il y a toujours des critiques. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le pouvoir fait des déclarations, mais on est en train de faire autre chose. En coulisses, je vous ai dit ici. Vous savez qu'ils nous ont dit que les élections provinciales auront lieu au mois d'octobre. Parce que vous dites qu'on est toujours contre ce que nos amis de la majorité font. Nous sommes au mois d'août, après c'est septembre, après c'est octobre. Vous voyez la CENI organiser les élections au mois d'octobre? Est-ce que vous voyez la CENI organiser les élections au mois d'octobre? Sérieusement, moi je ne crois pas. On nous parle déjà des élections qu'on vient de créer maintenant, là, les élections des gouverneurs pour 4 mois. C'est déjà, dans leur propre logique, on voit qu'il n'y aura pas ces élections provinciales au mois d'octobre. Alors, de qui se moque-t-on? Qu'est-ce que l'opposition vient faire là pour dire que l'opposition n'est jamais d'accord? Elle veut quelque chose et son contraire. Ils ont publié le calendrier, c'est vrai, mais est-ce qu'ils l'ont respecté? Est-ce qu'ils respectent leur calendrier? C'est comme ça que, vu qu'on est à plus de 15 mois des élections présidentielles, ils n'auront pas de raison de reporter quoi que ce soit ou de retarder quoi que ce soit. Voilà. Hein, que 5 000, 6 000 personnes ou 300, 400 se disputent un poste. Cette fois-ci, qu'il y a un seul poste de gouverneur, 3 candidats, par exemple pour le Kasaï oriental, c'était déjà annoncé. Pourquoi reporter? Est-ce que c'est pas... Et là, on dit qu'il y a d'autres candidats qui n'ont pas pu atteindre les lieux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est avoir la caution, renflouer la caisse, ou effectivement, on voudrait vraiment qu'il y ait des élections et avec un nombre possible qui ne peut pas exiger beaucoup plus de moyens? Agenda caché, tout simplement. Parce qu'il y a des agendas cachés derrière. Moi, ces élections d'abord des gouverneurs de province, j'en parle parce que vous me posez des questions. Mais je ne suis pas... que ce soit l'UDPS n'a pas de... L'UDPS n'a pas de députés provinciaux. L'UDPS n'a pas de candidats gouverneurs. Nous ne sommes pas... Ça ne nous concerne en rien du tout. Vous voyez, ça c'est la logique du pouvoir. Je pense que ça ne concerne que les stratèges là, vous voyez, qui ont créé cette histoire précipitée, des élections très précipitées là. Nous, dans l'UDPS, et moi personnellement, je ne me sens pas concerné par cette élection de gouverneur. Oui. Et avant le dialogue, il y a eu des consultations. Pour ces consultations, du côté de la majorité, on estimait qu'il fallait déjà qu'il y ait un certain agenda qui va constituer les points à l'ordre du jour du dialogue. Mais maintenant que l'opposition n'y est pas allée et l'opposition réclame un médiateur neutre, pendant que la majorité estime qu'en interne, la classe politique congolaise peut toujours faire quelque chose. Et au cas où ces violons ne s'accordent pas, est-ce que vous pensez qu'il y aura un moment où on aura la même vision, le même point de vue? Nous sommes dans la démocratie. Chacun est libre d'exprimer ses opinions. Vous vous rappellerez qu'en 2012, entre 2012 et 2013, il y avait nos amis de l'opposition, en tout cas, certains parmi eux avaient créé quelque chose qu'on appelait, je pense, CVD ou CDV, la Convention pour le vrai dialogue. Ils réclamaient le dialogue en ces moments-là. Bon. L'UDPS ne faisait pas partie de cette dynamique-là. Bon, maintenant que l'UDPS aussi saisit l'occasion, parce que le dialogue, ce n'est pas l'UDPS qui demande le dialogue à Kabila. C'est la communauté internationale par l'accord cadre d'Addis Abeba qui demande aux partis, aux Congolais de dialoguer. Les concertations qu'il y a eu en 2013, ça c'était des aventures. Ça c'était des aventures. On a fait il y a eu des recommandations.
citez-moi 10 recommandations qui ont été appliquées. Il n'y en a pas. Vous voyez? Et après, quand on appelle les gens, on dit on va consulter. Mais vous allez consulter les gens sur quoi? Le peuple s'est déjà exprimé au mois de janvier. Le peuple ne veut pas qu'il y ait prolongement de mandat, qu'il y ait glissement. On a dit, on a envoyé des gouverneurs en province, j'ai vu. On consulte l'église, on consulte les entreprises, on consulte, mais on connaît ce que demande le peuple. Que demande le peuple? Le peuple veut l'alternance parce que ce peuple a tant souffert. Le Congo est malade, il y a un petit groupe de gens qui sont là, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des moyens et qui veulent, pour ceux qui font la politique, qui veulent s'éterniser au pouvoir, et il y a la majorité des Congolais qui sont là et qui ne vivent qu'avec $1 par jour. Ce n'est pas sérieux. Ouais. Et on les voit aller inaugurer des bâtiments intelligents. On achète un avion de 2007 et on voit tout le monde se mobiliser à l'aéroport pour aller accueillir cet avion. C'est bien, mais quelqu'un d'autre viendra et va continuer. Ouais, quelqu'un d'autre viendra et va continuer, donc c'est ça. Et souvent, les débatteurs que nous recevons, les co-débatteurs, quand ils arrivent, c'est comme si, du côté de la majorité, parce qu'on dit que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Est-ce que cela peut être considéré comme j'y suis et j'y reste? Et puis, du côté de l'opposition, parce que l'opposition actuelle peut être la majorité de demain et la majorité actuelle peut être l'opposition de demain. Alors, du côté de l'opposition, est-ce qu'il faudrait que l'on se batte juste pour les simples principes, ôte-toi de là, que je m'y mette? Non. L'alternance, c'est quoi l'alternance? L'alternance veut dire que c'est lui qui est là, qu'il parte, qu'un autre revienne par des dispositions constitutionnelles. Monsieur Joseph Kabila est là depuis 2001. En 2006, il y a eu des élections. La Constitution lui permet de faire 2 mandats. Vous voyez, Emery. Et ce mandat-là s'achève le 20 décembre 2016, donc le 19 à minuit. Bon. Maintenant, qu'on nous trouve un candidat au sein de la majorité actuelle, et nous allons aller à des élections libres, démocratiques, apaisées surtout, et que le meilleur gagne. Si, après l'analyse des résultats de 2016, la majorité, c'est que ce qui m'étonnerait beaucoup, la majorité actuelle conserve le pouvoir, de manière démocratique, ben voilà, c'est eux qui restent au pouvoir. Mais on ne va pas nous imposer, parce que j'entends ça, quand vous faites des débats, j'entends des gens venir dire que voilà, nous sommes là parce que l'objectif d'un parti politique, c'est conserver, c'est d'atteindre, avoir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Mais à quel prix? Avec le candidat, toujours avec le même candidat? Non. Je dis non, 3 fois non. Il ne faut pas se tromper de période. Nous sommes en 2015 et nous tendons vers 2016. Nous sommes dans un autre siècle. On ne va pas accepter du n'importe quoi. Vous voyez, j'entends des gens dire des choses, je ne sais pas s'ils sont en train de réfléchir. N'est-ce pas peut-être parce que chez nous au Congo actuellement, la plupart des partis politiques sont presque personnalisés. Il manque vraiment des débats démocratiques au sein même du parti politique. On voit ailleurs, avant de passer aux élections présidentielles, comme aux États-Unis, les partis démocrates passe par des primaires, il y a des candidats qui expriment leur qu'est-ce que je peux dire, qui s'expriment, qui veulent briguer le mandat de président de la République, et puis on fait des votes internes pour sortir un candidat que tout le monde va appuyer. Mais chez nous, c'est comme si c'est le fondateur du parti, le leader du parti, le président du parti qui ne veut même pas affronter les autres pour pouvoir s'affirmer déjà au sein de son propre parti. Oui, c'est-à-dire on interdit même le débat. C'est-à-dire le débat même n'existe pas. C'est une honte. Regardez en Tanzanie. Vous avez suivi Jakaya Kikwete qui a présenté son dauphin.
Il avait présenté son dauphin il y a 1 mois, je pense, de cela. Donc, il a déjà présenté son dauphin. Il y a une opposition en Tanzanie et il y aura alternance au pouvoir. Donc, Jakaya ne peut plus se représenter. Vous voyez. Maintenant, quand vous voyez des petits malins qui viennent dire, voilà, nous sommes au pouvoir, nous sommes en train de nous battre pour, mais à quel prix? C'est bien de faire de réaliser des travaux dans la précipitation à la fin du mandat. C'est une bonne chose, mais un autre viendra pour continuer aussi. Il faut un nouveau souffle, Emery. Dans la vie, il faut savoir partir et respecter les règles établies. Comme ça, celui qui va venir aussi après, s'il fait un mandat, donc en 2021, il va partir, l'autre revient. Ou sinon, s'il a 2 mandats, en 2026, un autre viendra. Et nous allons continuer comme ça. Et quand tu es chef d'État comme actuellement, après cette présidence, tu es sénateur, tu peux servir le pays autrement. Sénateur à vie. Sénateur à vie, et peut-être si il n'a pas certaines garanties, par le dialogue, on parlera de son avenir, parce que c'est le 3e point de parmi les propositions, parce que l'UDPS n'impose rien à ma connaissance. On propose, et dans le 3e point, c'est l'avenir de M. Joseph Kabila. Si être sénateur à vie ne lui convient pas, on peut rajouter certains avantages et il peut servir la RDC d'une autre manière. Mais il n'est pas question qu'on vienne nous faire croire que trouver des prétextes, ça je vous dis, Emery, les périodes, les époques ont changé, on ne va pas accepter ça. Que la jeunesse kassaïenne, la jeunesse de Lomami, de Sankourou, de Olomami, du Haut-Katanga, du Kasaï occidental ou Kasaï central, du Congo central, de Kinshasa, on ne peut pas accepter ça. Par des voies pacifiques, nous allons refuser cela, parce que l'article 64 de la Constitution nous autorise à refuser. Vous voyez, s'il y a un groupe de gens, un groupe d'individus, où un individu veut exercer le pouvoir contre les dispositions constitutionnelles. Voilà. Est-ce qu'il y a une terreur ou c'est seulement une certaine peur du côté d'autres personnes qui peuvent exprimer leurs ambitions, notamment pour surtout le poste de président de la République? C'est là qu'on sent, soit est-ce que ça peut s'interpréter comme une terreur ou alors comme une peur seulement, peut-être d'une certaine situation qui peut arriver lorsque on avance ses ambitions pour peut-être remplacer son actuel leader? Oui, ça c'est parce que nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. La cuisine interne de l'actuelle majorité, moi ça ne me concerne pas. Ce que moi je veux dire, c'est qu'ils prennent, s'ils sont en manque d'initiative, qu'ils prennent l'exemple du Ghana par exemple. Au Ghana, j'ai vu des images de 3 anciens chefs d'État avec l'actuel, qui sont assis, deux ou 3, qui sont assis en train de regarder un match de football. C'est beau. C'est beau à voir. Vous voyez? En Tanzanie, je viens de vous dire, le dauphin a été présenté. Mais pourquoi chez nous, en Afrique centrale, comme ça, un grand pays comme le Congo, on veut personnaliser le pouvoir, l'alternance en un seul individu? C'est pas normal. Est-ce que dans la majorité, il n'y a pas, dans nos amis de la majorité, là, il n'y a pas d'autres intelligences, franchement? C'est triste ça, c'est triste et c'est trop bas pour le Congo. C'est vraiment trop bas. Nous allons devoir bientôt chuter, mais il faut qu'on revienne un peu chez nous au Kasaï oriental. On entend des débats ces derniers temps autour du Kasaï oriental. Le Kasaï oriental va mieux, le Kasaï oriental ne va pas bien, il n'y a pas d'emploi, les gens quittent la province, il y en a qui refusent d'admettre cet état des choses. Vous, quand vous regardez le Kasaï oriental, comment vous le considérez pour le moment? Le Kasaï oriental va mal comme partout au Congo. Le Congo n'est pas le Kasaï oriental. Vous voyez? Le Kasaï oriental n'est pas simplement... c'est pas la seule province de ce pays. Moi, j'aime plutôt parler de mon pays. Vous voyez? Du Grand Congo.
le Kasaï oriental, c'est comme vous avez un corps, Emery, et vous avez une partie de votre corps, par exemple la main, qui vous cause des problèmes. C'est le corps, c'est tout le corps qui ne va pas bien. Donc c'est le Congo. Moi je parle du Congo. Vous allez à l'intérieur de chaque province, à l'intérieur, au Congo profond, il y a une misère profonde. Vous voyez, vous voyez par exemple quand j'entends les gens dire que voilà, il y a de l'emploi, et quand je vois le bilan, hein, le discours souvent du Premier ministre Matata, vous comprendrez que ils ne sont pas proches des réalités de ce peuple. Je me demande, ils vivent dans quelle planète? Vous voyez, je me demande, ils vivent dans quelle planète? Est-ce que vous, dans votre âme et conscience, vous pensez que tout va bien actuellement dans ce pays? Les gens ont de l'emploi, les enfants vont à l'école dans des normes et tout ça. Je ne crois pas à tout ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut des hommes. L'incarnation aujourd'hui du changement en République démocratique du Congo, c'est le président élu de la RDC en 2011, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Si nous apportons ce changement-là, les choses pourront changer en RDC. Le bien-être, nos richesses que nous avons pourront enfin profiter au peuple congolais. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre actuellement. Un grand peuple comme le Congo qui mérite un avion d'occasion et on mobilise les gens pour aller accueillir ça, alors que le Rwanda a commandé 3 avions pimpants neufs. On prend les gens pour qui? On construit des immeubles intelligents, entre guillemets, à 41 millions de dollars, alors que sur la même avenue, sur le boulevard du 30 juin, il y a un immeuble construit à 5-6 millions de dollars. Vous voyez, je ne sais pas, le Congo, où nous allons. On réfectionne un aéroport et tout ça, c'est bien. Félicitations à nos amis de la majorité pour ce qu'ils font. Mais il faut savoir partir. Voilà. Voilà, je crois que ce ne sera pas la dernière fois, même si c'est la première fois que moi personnellement je vous reçois dans cette émission Face à Face. Mais s'il vous était demandé de dire quelque chose en conclusion pour ce numéro de Face à Face, que diriez-vous? D'abord, je vous remercie et je vous félicite parce que je vous suis depuis que vous avez pris l'émission pour présenter l'émission, que ce soit à la radio ou à la télé. Félicitations, vous faites de belles prestations. Merci. Merci beaucoup. Et au peuple kassaïen, à mes frères kassaïens, au peuple congolais, parce que souvent mes interventions sont diffusées en ligne sur Internet. Donc c'est pour le Kasaï, c'est pour le Congo, c'est pour la diaspora aussi. N'acceptons pas qu'on puisse nous amener dans un avenir, vers un avenir obscur. Vous voyez, les époques ont changé, les périodes ont changé. N'ayez peur des personnes parce que le plus grand ennemi dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est la peur. Lorsque tu as peur de quelque chose, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Nous devons nous mobiliser au moment venu. Nous devons prendre nos responsabilités par des voies démocratiques et par La Constitution nous permet toutes ces choses au niveau des voies pacifistes et tout ça. Et nous devons faire en sorte que le 20 décembre, qu'on assiste à une passation de pouvoir civilisé au sommet de l'État. On ne peut pas accepter qu'ailleurs, on respecte la Constitution et chez nous, qu'on ait un groupe d'individus, parce qu'ils sont minoritaires, qui veulent prendre tout un peuple, un pays en otage. Merci beaucoup encore pour votre invitation et merci beaucoup.
Voilà, en tout cas, merci bien d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce jour. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que je recevais Eric Ngalola Ilunga. Il est membre de l'UDPS. Et je dis merci à Franck Chola qui a assuré la réalisation de ce numéro de Face à Face. Merci à vous tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Face à Face.